Salut à toi et bienvenue sur Histoire de vie, le podcast sur lequel tu trouveras des récits inspirants pour t'accompagner sur ton chemin de développement personnel et spirituel. À travers ces interviews, tu découvriras des clés pour ton bien-être, des parcours et des leçons de vie qui nourriront ton évolution personnelle et qui t'aideront à créer la vie qui te ressemble. Je m'appelle Aurore et je suis la créatrice du blog auroremiarai.com sur lequel je partage mes expériences de vie et ce qu'elles m'ont permis d'apprendre sur moi. Je te partage aussi des outils, des pratiques et des enseignements liés au développement personnel et à la spiritualité. N'hésite pas à laisser 5 étoiles, un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça te permettra de me soutenir et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot avec qui on va se plonger dans son chemin d'éveil spirituel et ses questionnements existentiels. On va aussi découvrir différentes épreuves de vie qui lui ont permis d'apprendre à se connaître, à pardonner, mais aussi à se connecter à la compassion. C'est parti! Bonjour Margot, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler avec toi de ton parcours d'éveil spirituel et notamment de guérison. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais peut-être que tu te présentes à nos auditeurs et auditrices. Ouais, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et je suis bretonne. Eh bien, ma première question, ça va être tout simplement quand et comment a débuté ton chemin d'éveil pour toi? Mon chemin d'éveil a commencé assez jeune, je pense, dès l'enfance. Ouais, dès mon primaire, je pense, j'ai senti que j'avais une sensibilité assez forte à ce qui m'entourait, que ce soit les gens, la nature, enfin tout en fait. Sensibilité assez forte et j'avais un peu ces espèces de visions parfois quand j'étais jeune, donc je pense que c'était peut-être quand j'étais en CM1, quelque chose comme ça. Quand on partait en vacances, parfois j'avais des rêves ou des flashs de situations qui allaient venir dans la semaine d'après pendant les vacances, et en général ça se passait exactement comme l'image que j'avais en tête, donc c'était assez perturbant. C'était rien de fou, hein. C'était par exemple, je Mhm. voyais mon frère avec son maillot de bain en train de sauter dans la piscine, et c'était pas forcément un maillot de bain que j'avais déjà vu ou que j'avais en tête. Et voilà, ça se produisait un peu comme ça. Donc c'était un peu bizarre, et j'en parlais pas beaucoup quand j'étais petite, même pas du tout, parce que ouais, c'était pas commun, quoi. Mais donc ça a commencé par là à peu près. Et comment tu vivais un peu cette sensibilité et ces visions, ces prémonitions? Bah quand j'étais petite, je trouvais ça cool. C'est parce que il y avait le côté Harry Potter, tous ces trucs-là, donc c'était quand même c'était cool. Et quand j'étais petite aussi, j'étais beaucoup dans ma bulle, je lisais beaucoup, j'étais un peu solitaire, donc j'étais un peu dans mon monde, quoi. Donc je le vivais pas trop mal, j'étais juste perplexe parce que je comprenais pas trop. Et en ce qui concerne la sensibilité, c'était surtout plus dur à vivre parce que tout me paraissait violent. Enfin, je me sentais vite agressée par l'extérieur, et du coup, très tôt, j'ai trouvé que la société en général était violente, et ça n'a pas Mhm. toujours été très très facile à vivre. Ok. Oui, et donc à cette période-là, t'en parlais vraiment à personne autour de toi? Non, parce que enfin, il me semble, j'ai dû en parler peut-être une fois ou deux, mais on me croyait pas, quoi. On me disait, bah non, enfin, c'est pas possible. Et ce que je comprends. Et donc, non, j'en parlais pas tant que ça. Non. D'accord. Et est-ce que t'as mis un peu de côté toutes ces perceptions ou est-ce qu'elles ont toujours été là et elles sont... Est-ce qu'il y a eu une phase peut-être où t'as mis ça plus de côté ou est-ce que c'est toujours resté présent chez toi? Je pense, ouais, je l'ai mis de côté au fur et à mesure, et même maintenant, je dirais pas que je l'ai vraiment récupéré ou pas entièrement, je pense, parce que bah justement, en grandissant dès le collège, j'ai un peu fermé tout ça.
parce que envie de m'intégrer, surtout que moi j'étais dans un contexte où j'étais dans une classe pour enfants précoces, donc j'étais un peu différente des autres. J'avais le Mhm. bégaiement aussi, donc j'étais encore plus différente des autres, donc c'était pas voilà. Moi mon envie c'était juste de m'intégrer dans un groupe, Mhm. donc j'ai complètement mis ça de côté. Mais pendant très très longtemps, hein, parce que pendant collège, lycée, un peu après le lycée, donc une bonne dizaine d'années. Cependant, j'avais quand même ces questions dans un coin de ma tête et j'ai des souvenirs de moi au collège et même je pense que j'ai encore mes carnets où du coup je tenais un peu des journaux où je m'interrogeais déjà sur le sens de la vie, j'ai sur ce qui m'entourait en fait, pourquoi est-ce qu'on est Mhm. qui on est, enfin un peu toutes ces questions philosophiques, spirituelles. Et ça, je pense que ça a commencé dès la cinquième, quatrième, donc 13-14 ans quoi. Ah oui, oui, oui. Pas mal jeune déjà, hein. Et à cette époque-là, à l'adolescence, du coup, de ces questionnements, d'en parler autour de toi. Non, j'en parlais pas et de manière générale, c'est pas des questionnements que j'aborde souvent, un peu plus maintenant parce que je suis plus à l'aise avec ça. Mais je crois pas en avoir vraiment parlé ou m'être interrogée sur ça, à part peut-être avec une amie très proche Mhm. en fin de lycée, mais c'est tout. D'accord. Et c'est quel genre de questions, par exemple, que tu te poses ou qui te travaillent? En ce moment, il y en a quand même moins parce que je pense que je les détricote au fur et à mesure. Donc c'est une bonne chose, mais c'était pas mal des questions sur pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on est là, à quoi est-ce que ça sert, pourquoi est-ce que il y a de la violence. Enfin, c'était vraiment et c'est de comprendre de manière très fine tout en fait, ce qui m'entoure, tous les comportements en fait, et surtout de comprendre les pensées qu'il y avait derrière, les conséquences, d'où est-ce que ça venait. Donc c'était plutôt des questions, je dirais, existentielles sur pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière. Mhm. Est-ce que même après, c'est aussi des trucs plus vastes. Hein, par exemple, est-ce que on a un destin comme on peut le lire et tout ça parfois? Est-ce Mhm. qu'on a un chemin qui est tracé ou est-ce qu'on en a plusieurs? Est-ce qu'il y a vraiment cette énergie du karma? Donc toutes ces questions autour aussi un peu de l'énergie, c'était des choses qui me travaillaient pas mal, qui me travaillent un peu encore d'ailleurs aujourd'hui. Ok, d'accord. Et du coup, enfin, comment tu fais pour répondre à ces questions? Est-ce que tu as des lectures ou est-ce que c'est juste des réflexions personnelles? Enfin, explique-moi un peu. En général, quand je me pose une question, j'ai tendance à écrire des pages sur le sujet parce que ça me permet de poser un peu tout et je fais beaucoup de recherches. J'ai pas forcément des lectures en particulier, si ce n'est des lectures assez communes comme Le pouvoir du moment présent. Il y a un auteur que j'aime bien aussi qui s'appelle Frédéric Lenoir, Oui. qui est philosophe. Donc lui aussi, il a fait des écrits hyper intéressant sur plein de sujets. Qu'est-ce Mhm. qu'il y a eu d'autre comme livre? Après, j'ai lu aussi des livres, j'ai pas de référence en tête, mais j'ai lu des livres sur tout ce qui était les chakras, la loi d'attraction. Du coup, je me suis aussi un peu intéressée aux spiritualités autres que le christianisme, comme le bouddhisme, notamment Mhm. un peu l'hindouisme. Euh, et ouais, donc c'est quand même des petites lectures, ouais. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas forcément de livre précis en tête parce que je me nourris un peu de plein de sources d'inspiration différentes. Euh, et puis après, j'agrège tout ça, quoi. Et pour Mhm. répondre à cette question, vraiment, je pense qu'on peut jamais avoir une réponse parce que il y a autant de réponses que de personnes sur Terre. Donc, ça peut pas ça pourra jamais être une vraie réponse. Cependant, j'estime que j'ai la réponse à ma question quand ma conclusion, elle fait sens. Où je me dis, ah oui, je pense que, enfin, ça, ce que je pense à ce moment-là, ça correspond avec ce que je suis et comment je vois le monde surtout. Mhm. Mhm. Et tu parlais donc du fait que tu écrivais aussi. C'est quoi? Ouais. Tu fais comme de l'écriture intuitive ou comment ça se passe?
Oui, c'est de l'écriture intuitive. Enfin, je suppose, je sais pas comment appeler ça parce que je l'ai toujours fait de manière assez naturelle, mais c'est juste, j'ai toujours, j'ai mes carnets d'écriture et souvent j'ai une question, quelque chose qui me vient en tête, un sujet et je commence à écrire dessus et après, juste, je me laisse porter et ça peut aller de 3 pages à 10 pages, quoi. Et voilà, c'est vrai que j'ai plus trop la perception du temps dans ces moments-là. Mais oui, je Mhm. laisse ma pensée, en fait, enfin, je laisse tout ce qui vient à moi se mettre sur le papier. Ouais, c'est chouette. Bah, c'est un outil que moi que j'utilise beaucoup aussi, enfin une pratique en tout cas que j'utilise beaucoup Ok, aussi, oui, pour alimenter des réflexions, mais aussi même pour tout ce qui est bah, exprimer mes émotions et ouais, me libérer aussi de toutes les pensées qui peuvent parfois tourner en boucle ouais, je, dans ma tête, je ce genre de comprends. choses. Donc, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est une chouette pratique aussi pour faire aboutir des réflexions. C'est Ouais, intéressant. ouais, puis aussi ça Et- permet de prendre du recul parfois. Enfin, quand on a trop d'informations d'un coup ou qu'on se sent un peu submergé, ça aide, je trouve, à se poser et un peu Mhm. dé détricoter l'ensemble. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Et donc, de ce que j'ai compris, tu parlais pas trop du coup de ces questions-là pendant ton adolescence parce qu'il y avait cette envie de Ouais, pouvoir t'intégrer, de pas être, te sentir différente en tout cas des autres, ouais. etc. Est-ce que du coup, il y avait une peur de parler de tous ces sujets-là par rapport à des réactions de ton entourage, que ce soit, ben, j'imagine à l'époque, mais est-ce que c'est encore là présent maintenant? Je pense pas, je pense pas que c'était une peur, quoique il y avait forcément une part de peur du rejet, mais c'est surtout que c'était pas des sujets qu'on abordait chez moi, parce que chez moi on est très terre à terre, et ça c'est des sujets Mhm. qui sont abstraits. Euh, et donc oui, c'est des sujets dont j'ai jamais eu l'habitude de parler et qui du coup me paraissaient, je sais pas comment dire, mais me paraissaient peut-être impossible ou du moins pas intéressant. D'accord. Donc, tu ressentais pas du coup le besoin de partager là-dessus. Euh, à ce moment-là, non, pas trop parce que j'avais mes journaux et du coup je partageais avec moi-même quoi, en fait. Oui, oui, et ça te Mais suffisait en fait. C'est ce que je ouais, à ce comprends. moment-là, ouais, ça me suffisait. Et après, bah, au fur et à mesure des années, j'ai rencontré une personne, puis deux, puis trois, avec qui j'ai pu parler de ça et c'était vraiment chouette. Mais ça, c'est pas arrivé avant mes 17 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Mais donc, Ouais. ça t'a quand même fait du bien de Oui, pouvoir c'était cool. rencontrer des personnes avec qui tu pouvais échanger sur ces sujets-là. Ouais. Est-ce que, enfin, si tu dis, tu vois, voilà, moi, ça me suffisait d'écrire dans mon livre, du coup, tu t'as pas vraiment ressenti de forme de solitude par rapport à ça alors? Au collège-lycée, non. J'ai pas senti de forme de solitude parce que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était pas forcément dans mes préoccupations. Donc, c'est des questionnements que j'alimentais très souvent, voire même tout le temps, mais pas forcément ce besoin de le partager. Mais par contre, plus tard, oui, quand j'ai repris un peu ce cheminement, donc après mon bac, c'est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus présent dans ma vie et le fait d'avoir personne avec qui le partager ou que une personne, c'était parfois un peu frustrant et même il y Mmh. avait des moments du coup où je me sentais à part justement. Enfin, je me sentais un peu ouais dans à part oui, je pense de par exemple de mon groupe d'amis ou de ma famille ou des choses comme ça parce que je sentais que c'était des préoccupations que eux n'avaient pas forcément et du coup c'était pas toujours facile de faire avec ça. Mmh. Et comment t'as géré ce sentiment de te sentir à part, justement? Bah, est-ce que je l'ai vraiment géré? C'est ça Mmh. la question. Mmh. J'ai pas le sentiment de l'avoir vraiment géré. J'ai juste fait avec. Mais c'est vrai que du coup, pendant plusieurs années, je me suis pas toujours sentie en phase avec les autres. Mais je pense que c'est moi en fait qui mettais aussi cette barrière parce Mmh. que j'avais peut-être peur d'en parler
et peur de l'assumer aussi. Et du coup, je pense que c'est plus moi qui me suis un peu isolée par moment parce que j'osais pas trop Vraiment. parler de ça aux autres. Et là, puis après, avec les années, c'est devenu quelque chose avec lequel je suis de plus en plus à l'aise. Et, Mhm. euh, et maintenant, ça me dérange plus trop d'en parler. Voire plus du tout. Mhm. Oui, bah, en tout cas, t'en parles ici aujourd'hui, donc c'est chouette de Voilà. voir l'évolution. Bravo, et merci pour ce partage. Euh, Peut-être tu pourrais me dire s'il y a des étapes clés que tu as identifiées qui ont vraiment nourri ou fait avancer ton chemin d'éveil. Oui, il y a plusieurs étapes, je pense. Donc, si je reprends dans l'ordre chronologique, je dirais que vers mes 20 ans, il y a eu une première rupture avec quelqu'un, et du coup, j'ai recommencé à avoir ces questionnements en tête, mais de manière beaucoup plus intense, parce que Mhm. enfin, je pense que la souffrance aussi amène des questions, et du coup, j'ai commencé à me questionner sur le comportement encore. Pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière? Qu'est-ce que c'est un peu l'amour? Qu'est-ce que c'est s'ouvrir aux autres? Enfin, toutes ces questions liées à l'humain et ce qui nous entoure, mais c'était encore que des questions. Enfin, ça restait assez. C'était le début, voilà. C'était un petit début, et donc ça, je sais pas trop quand c'était. Ça devait être en 2015-2016, un truc comme ça. Et Mhm. puis ensuite. J'ai tassé ça parce que j'avais pas forcément envie de me pencher sur ces questions plus que ça à ce moment-là. J'avais d'autres Ouais. préoccupations, et c'était pas forcément des questions hyper joyeuses, donc pas très envie forcément de creuser le sujet, on va dire. Mhm. Ensuite, la deuxième étape, c'était une autre relation. De toute manière, j'ai le sentiment que c'est avec les relations ou certaines étapes de la vie, comme par exemple les décès, ce genre de choses, qu'on apprend le plus sur nous-mêmes et qu'on prend le plus de recul sur les choses. Et donc celle-là en faisait partie. Donc c'était une relation qui s'est pas très bien passée, dans le sens où il y a eu des violences sexuelles, ce genre de choses. Mhm. Et donc ça a duré quand même, ça a duré une année. Et dans le même temps, il y a eu le décès de mon grand-père, avec qui Ah oui. j'étais très proche. Donc en fait, tout est un peu arrivé d'un coup. Ouais, c'est J'ai vraiment perdu des le grosses fil de ma épreuves de pensée. vie là Ouais. que tu partages là. Oui. Et donc, comment ces épreuves, du coup, Oui. t'ont fait évoluer sur ton chemin Ah oui. d'éveil, ou qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Oui. Alors, dans le cadre de la relation, je pense que ça m'a beaucoup fait évoluer parce que tous les questionnements que j'avais un peu enfouis ou mis de côté depuis plusieurs années, ils sont venus. Notamment tout ce qui est le côté, tu sais, les schémas qui se répètent. Ouais, c'est ça en fait. C'était principalement à la base, c'est parti des schémas qui se répétaient, des comportements, etc. Et donc, par exemple, dans ta relation, la relation que tu as eue qui était très toxique, où il y a eu des violences, et cetera, tu te rendais compte que tu avais répété des choses, dans ton ancienne relation, c'est ça? Ouais, mais pas que. Mais enfin, je me suis surtout rendu compte que c'était un schéma qui se répétait, bon, qui se voyait particulièrement dans les relations amoureuses, mais qui matérialisait sur plein de plans en fait, que ce soit avec D'accord, ouais. dans les relations de famille, dans les relations Mmh. amicales, dans plein de choses. Du coup, ouais, j'ai vachement réfléchi sur ça. Et donc, je suis aussi allée en thérapie. Disons que avec cette relation, j'ai beaucoup pris du recul, en fait, de la hauteur sur les choses. Est-ce que tu peux donner, enfin, est-ce que tu es d'accord de donner quelques exemples, par exemple, de schémas qui se sont répétés pour bien comprendre? Après, enfin, je pense que c'est des schémas assez classiques dans la plupart de genres de relations, c'est-à-dire que ça va être, tu vois, essayer un peu de, comment dire,
ne pas être fidèle à soi-même dans le sens où c'est un peu aller à l'encontre de ses valeurs, l'encontre de qui on est vraiment, de ce que j'appelle la petite voix. Donc c'est un peu voilà son âme quoi finalement. Donc c'est un peu aller à l'encontre de ça. Tu vois vraiment essayer de bah du coup de d'être une autre personne que qui on est vraiment. Et il y a aussi cette réflexion autour de l'amour parce que l'amour, c'est inconditionnel et on est tous doués Mhm. d'amour et l'amour est partout. Et du coup, dans ce genre de relation, c'est presque une peur finalement, peur de l'amour parce que ça peut être soit, c'est en fait par peur de pas recevoir ou d'avoir justement cet amour inconditionnel. Du coup, on va complètement se changer. Du coup, en fait, on se trahit nous-mêmes. Je sais pas si ça fait sens. D'accord, ouais. Si je comprends bien, tu adoptes des comportements dans une relation par peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, de plus C'est ça. recevoir cet amour. Et donc, du Ouais. coup, tu ne te montres plus tel que tu es et tu t'adaptes à l'autre continuellement. Ouais. C'est bien ça, oui. Ouais, c'est ça. Et finalement, on se perd au fur et à mesure, mais du coup, on perd de Mhm, vue qui on est. C'était un exemple pas particulièrement parlant dans cette relation, mais finalement, quand on réfléchit, les comportements qu'on a dans des relations amoureuses, on les a aussi à moindre mesure dans toutes nos relations. C'est juste on s'en rend pas mhm, compte, en fait. Et du coup, ouais. on se rend pas compte de la dynamique qui peut s'installer avec d'autres personnes parce que, euh, par exemple, je suis convaincue que si à ce moment-là j'avais été vraiment fidèle à moi-même, la dynamique de toxicité et tout ça, elle se serait pas installée parce qu'en fait les personnes elles sont sur le même pied d'égalité. Et c'est en ça aussi que même il y a pas mal ça dans tout ce qui est la spiritualité, le développement personnel et tout ça de vraiment être en phase, être aligné à soi-même. Je pense que justement cet alignement, il a des effets positifs sur tous les pans en fait de la vie, dont les relations. Mhm. Et donc, oui, oui, tout à fait. Et toi, en fait, tu as utilisé ces relations, enfin, cette relation particulièrement toxique qui était très difficile pour poser un regard sur toi et pour venir voir voilà, les différents schémas et mécanismes que tu mettais en place dans Ouais, cette relation, mais aussi dans diverses relations aux alentours, c'est- quoi. ouais, j'ai d'abord réfléchi sur moi et mon comportement, etc. Mais en fait, très vite, j'ai voulu faire preuve de compassion et de mettre du coup à la place de l'autre, à sa place. Et en fait, j'ai assez rapidement et naturellement fait le choix de pardonner parce que en fait, et ça, je pense que c'est un truc qui est très important quand on parle d'éveil ou quand on veut avancer spirituellement ou même avancer dans la vie tout court, le pardon Mhm. et la compassion aussi, parce que du coup, cette compassion m'a permis de pardonner et de vraiment de mettre ça de côté en fait. Bon, de côté, oui, c'est ça aussi. De laisser ça au passé pour me tourner pleinement vers le Mhm. futur. Ok, bah c'est waouh, bravo. C'est c'est fort de pouvoir faire ça, de pouvoir le faire assez rapidement, j'ai l'impression en plus. Euh, Ouais, et donc, ouais, donc c'est vraiment ça, cette compassion et ce pardon qui t'a permis du coup de te remettre de cette relation parce que j'imagine que ça a dû laisser des sacrées traces. ouais, ça, bah oui, c'est sûr, hein, c'est pas ça laisse quand même des séquelles, mais je pense que ce choix de justement de, comment dire, d'être vraiment dans l'amour et la compassion et de laisser consciemment la rancœur de côté en sachant qu'elle pouvait être là quand même et de tenter du moins de la laisser de côté. Je pense que c'est grâce à ça aussi que ça m'a permis de me remettre plus vite, même si bien évidemment ça a eu des impacts pendant plusieurs années après, Mhm. mais Oui, bien sûr, oui. c'était quand même gérable en fait. Mhm. Et et ouais, je sais pas, bon, il y a quand même la culpabilité hein, qui a pas été facile, mais en fait Mhm. c'était plus de la colère
envers moi-même. Et pareil, donc et c'est ça aussi qui est plus dur, c'est faire preuve de compassion envers soi-même autant qu'on Mhm. en a envers les autres. Ça, c'est un apprentissage de tous les jours. Mhm. Oui, c'est pas évident en effet. Ouais. Et quand tu parles de colère envers toi-même, tu peux expliquer pourquoi? Est-ce que c'est de la colère ou de la frustration? Je sais pas trop, mais c'est un peu le même type de sentiment. Mhm. Euh, c'est plus, quoi que c'était peut-être même de la tristesse de pas avoir eu assez d'estime pour moi-même, tu vois, Mhm. pour pouvoir vraiment être moi-même sans avoir peur de quoi que ce soit, tu vois, peur du jugement, peur du rejet, Mhm. peur de je sais pas quoi. Donc ouais, Ouais. c'est, tu vois, c'était plutôt cette chose, enfin, ce truc mi-colère, mi-tristesse de me dire que j'avais, comment dire, je m'accordais pas suffisamment de valeur. Et Mhm. D'accord, ouais. du coup, ouais, c'était voilà, c'était plus ça. Je pense que c'est ça le fond du problème. Et bon, donc ça, c'est pour la partie un peu triste de l'histoire. Donc, Mhm. première étape, enfin deuxième grande étape de l'éveil. Et pour la partie, c'est peut-être pas plus parce que c'est un décès, mais je trouve ça quand même plus heureux. Du moins, moi, je le ressens comme très positif. Donc, le Mhm. décès de mon grand-père. Mon grand-père il est décédé assez brutalement. Enfin, en fait, il a eu un cancer et récidivant. Je pense qu'il est décédé. Je crois que c'était en l'espace de 3 mois, donc ça allait plutôt vite. Et Mhm. quand il est décédé, j'ai ressenti un soulagement, mais est-ce que je pense que c'était un soulagement pour lui, parce que du coup, lui, il était libéré. Et je sais pas, en fait, ça m'a procuré comme un apaisement. Et pourtant, j'étais triste parce que j'étais quand même très proche de mon grand-père, mais j'étais Mhm. vraiment apaisée en étant triste parce que je savais que là, il était à la bonne place et que c'est là, en fait, où il devait être, quoi, et que il devait plus être sur Terre, je pense, sinon il souffrirait pas autant. Et du coup, ce qui m'a interpellée à ce moment-là, c'était mon rapport à la mort, parce que je pensais pas du tout que j'aurais ce genre enfin, que je agirais de cette manière. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un rapport à la mort qui était assez apaisé finalement. Et c'est quand même un peu contradictoire parce que depuis ce décès, je me rends compte que j'ai plus peur de la mort qu'avant quand même. Mais pour Ah autant, oui. je la vois pas comme une fatalité. Enfin, en fait, je sais pas, c'est juste le cycle de la vie, on va dire. Mhm. Ouais, ça m'a beaucoup interpellée à ce moment-là. Et bah, pour toi, du coup, c'est quoi ta vision de la mort suite à cette expérience que tu as vécue avec ton grand-père? Ma vision de la mort, elle est changeante selon les périodes. Mhm. Euh, pour moi, on a tendance à voir la mort comme une fin parce qu'on n'est plus là de manière physique. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas vraiment mort dans le sens où on a forcément laissé une marque sur Terre, même si c'est pas quelque chose qui est connu de tous. Tu laisses forcément une empreinte sur au moins tes proches. Donc, je pense que notre énergie, elle continue d'être là, même si on n'est plus là physiquement. D'accord, oui. Et donc, que cette énergie est en fait immortelle, c'est ça? Oui, je pense, hein. Enfin, je Mhm. pense que il y a des choses qu'on voit pas et les énergies en font partie. Et je pense que même quand on meurt, il y a un peu je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais je dirais une empreinte, une réminiscence quand il reste Mhm. un tout petit peu. Ouais, il reste quand même, ouais, je pense que une petite partie de notre énergie, de nous, de ce qu'on a fait, ça reste sur Terre et Mhm. ça contribue à façonner un peu les vibrations, enfin, l'énergie globale, quoi. Ok. Donc, on continuera à influencer le monde même quand on n'est pas là, en fait, c'est ça? Ouais, je pense, Mhm. ne serait-ce que, par exemple, si je prends l'exemple des proches, quand on décède, on a forcément enseigné des choses ou transmis des choses à des proches et le fait de décéder, ça remet ça un peu, enfin, ça fait un peu une rétrospective sur ce qu'on a pu apprendre de la personne et ça peut nous pousser aussi à plutôt suivre une voie ou une autre. Donc, quelque part, ça façonne un peu aussi le monde d'après, quoi. Enfin, D'accord, le oui. monde.
une fois qu'on meurt. Mmh. Et comment tu t'expliques cette peur de la mort, du coup, qui est présente depuis le décès de ton grand-père? Bah, je me pose la question depuis assez peu de temps, donc je sais Mmh. pas. Je pense que c'est bah je pense que c'est parce que c'était la première fois que j'ai vraiment été confrontée à un décès, et depuis que je suis petite, je j'ai pas un rapport au temps, enfin j'ai un rapport au temps très bizarre. J'ai toujours grandi en étant persuadée que dans la vie on pouvait tout faire, et je pense que c'est vrai, mais que tu vois, genre j'ai jamais vraiment vu la fin en fait à la vie. Mmh Et mh. du coup, le fait d'être Mmh. confronté à la mort, parce que mon grand-père avait 68 ans, donc il était quand même jeune et encore en pleine forme, bah du coup, Oui. je pense que je me suis dit, ah bah si, il y a une fin en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à avoir je sais pas si c'est vraiment une peur de la mort, mais du moins une peur de pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Donc Ah ça, oui, c'est un d'accord, truc oui. que j'essaye Mmh. de calmer, quoi. Ouais, oui, oui, je comprends. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres étapes clés qui sont venues, alimenter ton chemin, d'éveil ou? Je pense que ça, c'est vraiment les plus importantes. Après, faut se dire quand même que donc ces 2 étapes, ça a dû avoir lieu en 2018, je pense. Enfin, depuis 2018, c'est des questions que j'ai en continu et qui me marquent encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est les 2 dernières étapes vraiment marquantes. Après, encore une fois, enfin, j'ai que 28 ans. Je pense qu'il y en aura d'autres après. Mmh mh. Mais pour l'instant, ça m'a quand même pas mal marqué. D'accord. Et bah, depuis le début, tu vois, on parle de chemin d'éveil, spirituel, mais ce serait intéressant d'avoir toi ta vision. C'est quoi, l'éveil spirituel, en fait, pour toi? Pour moi, l'éveil spirituel, c'est vraiment une conscientisation de tout ce qui se passe en nous et de tout ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire comment les choses interagissent entre elles, comment est-ce que nous, on interagit face aux choses, même comment est-ce que on interagit par rapport à nous-mêmes, comment ce qu'on pense, ça va changer notre vision du monde, parce qu'en fait, on a tous une vision différente qui est faite en partie par nos pensées, donc c'est vraiment une conscientisation globale, et c'est vraiment, bah, c'est se rendre compte qu'en fait, tout est un système, quoi, que tout est lié, que tout interagit ensemble, et de cette conscience, ça permet la prise de recul et ça permet de s'ouvrir vraiment à la compassion envers l'autre, envers soi-même, et d'être plus dans l'amour finalement que la colère, la haine, la violence, toutes ces choses-là. Mmh. OK. Donc, si je comprends bien, c'est aussi lié, vraiment dans ta vision, aussi à un travail introspectif et Ouais, un travail de guérison, en fait. je pense que oui, parce que à mon sens, c'est difficile de conscientiser tout ça et du coup de s'ouvrir vraiment sincèrement aux autres quand on n'a pas, enfin, sans un minimum d'introspection, parce que c'est en réfléchissant qu'on peut prendre du recul, justement, et se rendre compte de tout ça. Et, et je pense aussi que l'éveil, ça a plusieurs, ça prend plusieurs formes. On parle beaucoup de croyances, il y a beaucoup de trucs New Age, etc. Moi, je pense que l'éveil, c'est propre à chacun. Et pour certains, ça va Mmh. être tout ce qui est les croyances autour de l'univers, ce genre de choses. Il y a les croyances qui sont aussi religieuses, et d'autres, c'est Mmh. pas des croyances, c'est plus une prise de recul peut-être, ou ouais, être plus ouvert finalement à tout ce qui fait la vie. C'est beau. Très chouette. Est-ce que dans ce chemin d'éveil, enfin, tu as déjà évoqué, plusieurs choses, hein, qui ont été, difficiles, notamment, bah, voilà, à traverser des grosses épreuves qui ont permis, de venir faire des grosses prises de conscience, sur ta manière de fonctionner, ton rapport au monde, aux autres et cetera. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses, qui ont été difficiles pour toi sur ce chemin? Ouais. Ouais, la plus grosse difficulté, je pense que c'est de gérer, enfin, quand on prend conscience de tout ça, ou quand on de gérer un peu toutes ces questions, tous ces questionnements,
de sentir qu'on évolue ou qu'on se rend compte de plein de choses et que les gens autour de soi, ils en ont pas conscience. Et ça, c'est particulièrement dur parce qu'en fait, c'est là où on a du mal à trouver des gens à qui en parler. Et je me souviens, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'était, j'ai lu le livre, du coup, Le pouvoir du moment présent. Et ça m'a vraiment fait un déclic. Enfin, quand je le lisais, j'ai senti un vortex d'illumination. Je me suis dit, ah mais oui, mais c'est complètement vrai. Et j'ai commencé à me rendre compte d'énormément de choses que nous tous les humains on n'était pas conscients en fait, et donc ça m'a permis de le conscientiser. Mais du coup, quand j'en parlais un peu autour de moi, on comprenait pas, c'était pas, enfin, les gens n'étaient pas réceptifs. Et du coup, j'ai commencé à remettre énormément de choses en question, parce que quand on parle d'éveil, c'est quand même beaucoup de bas, dans le sens où on remet en question à peu près tout ce qui nous entoure, tout. Donc c'est quand même pas très très facile. Donc à ce moment-là, je remettais beaucoup de choses, tout en question, et personne à qui en parler. Je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut se sentir seul. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas mal ressenti. Donc ouais, c'est dur de gérer l'évolution de ses pensées par rapport à son entourage proche qui, lui, est fidèle à lui-même. Oui, à partir du moment où toi t'évolues et que ta vision sur la vie, sur le monde change énormément, de ressentir ce Ouais, décalage, ça n'a pas été facile pour toi, oui. Et ouais, c'est mais tu ça, avais dit exactement. que maintenant, tu avais quand même quelques personnes avec qui en parler. Comment t'es arrivé au fait de tout garder pour toi et d'être assez seule dans ces réflexions et à rencontrer des gens avec qui tu as pu en discuter? Et je pense que c'est vraiment le hasard des choses qui a fait que j'ai pu rencontrer des gens avec qui en discuter. Je pense notamment à une personne, une très très bonne amie que j'ai rencontrée pendant mes études, donc peut-être vers mes 20 ans. Et on a tout de suite, très vite accroché. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait ça en commun, entre autres. Et en plus, c'était assez étonnant parce qu'on avait un peu le même parcours de vie, enfin les mêmes étapes de vie, le même cheminement au même moment. Et du coup, c'était quand même chouette de pouvoir échanger de tout ça avec elle. Et puis l'autre amie, c'est celle que je l'ai rencontrée au lycée. Elle est psychologue aujourd'hui. Du coup, ça correspond aussi un peu à ces questionnements qu'on peut avoir, même si elle n'est pas trop dans ces trucs de questions spirituelles et tout ça. C'est quand même des sujets dont je peux parler très très facilement avec elle, mais ça s'arrête quand même à deux personnes. Donc c'est assez restreint comme ça pour l'instant. Et est-ce Ouais. que il y a d'autres difficultés que tu as éventuellement rencontrées sur ton parcours? Si, peut-être ça va un peu avec la solitude, enfin le sentiment de solitude, c'est de gérer toutes ces questions, parce qu'en fait c'est un peu comme si tout s'écroulait pour tout reconstruire, quoi. Enfin, parce que c'est comme un coup de massue qui vient casser tout ce qu'on pouvait croire, tout ce qu'on a appris aussi depuis notre enfance, et ça c'est pas toujours Ouais. facile de faire Oui, c'est avec. vrai que, enfin, je te rejoins sur ce point, enfin, sur le sentiment de solitude, hein, aussi, je l'ai beaucoup eu. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment très énergivore de venir casser tout mon cadre de référence. Parce que dans ce Ouais. processus d'éveil, enfin, je trouve que il y a parfois, c'est comme si on réapprenait comment la vie fonctionne en fait. Plus on avance sur son Ouais. chemin, plus voilà, cette conscience elle s'agrandit, plus on prend conscience de ce qui est en nous, plus on prend conscience, comme tu dis, de ce qui est autour de nous et on peut s'ouvrir à un monde un peu subtil comme ça. Et donc c'est vrai que Mm. on doit recréer à chaque fois une nouvelle réalité en fonction de notre évolution et de l'avancement de nos réflexions et de nos expériences. Et c'est vrai que je trouve que cet aspect-là, il est pas toujours évident à vivre, effectivement. C'est clair. Ouais, c'est ça. C'est une déconstruction et une reconstruction en Ouais. permanence, en fait. Et ouais.
je trouve que au début, c'est d'autant plus dur qu'on est dans une société du coup qui correspond souvent pas à Mhm. ces prises de conscience. Et c'est dur de se sentir bien intégré en phase en fait avec tout ça. Et c'est vraiment un travail. Faut apprendre en fait à trouver comment faire Mhm. son chemin parmi tout. Peut-être une dernière question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont au début de ce chemin justement? Je dirais que les réponses viennent pas tout de suite, que c'est long et je dirais même que c'est un parcours sans fin finalement parce que les réponses elles évoluent au fur et à mesure de Mhm. nos expériences de vie et de des années. Donc ouais, les réponses viennent pas tout de suite. Si c'est bien de trouver une ou deux personnes avec qui en discuter. Et il y en a, c'est juste que c'est pas toujours des sujets dont on parle de manière Mhm. naturelle et qu'il faut pas rester tout seul et faut partager. Et surtout, c'est un Mhm. beau chemin. Super, bah, merci beaucoup pour ces beaux conseils. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. La première du podcast, hein, ça fait toujours plaisir. Ouais, je suis ravie. Et ben, on Ouais, se retrouve bientôt. ça marche. Merci beaucoup Salut! pour l'invitation. Merci d'avoir écouté ce premier podcast, le premier d'une longue série, hein, j'espère. Alors, je ne vais pas te mentir, pour moi, c'était une première et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à améliorer. Mais je suis très contente d'être sortie de ma zone de confort pour concrétiser ce projet que j'avais en tête, en fait, depuis déjà bien longtemps. Et puis, j'ai vraiment pris plaisir à échanger avec Margot, que je remercie encore d'ailleurs pour sa disponibilité. Alors, si tu as aimé ce podcast, tu peux me soutenir gratuitement en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux aussi liker cet épisode, me faire un retour en commentaire et t'abonner à ma chaîne. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi me soutenir financièrement en m'achetant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Pour ça, tu trouveras toutes les informations utiles dans la description du podcast. Voilà, alors nous on se retrouve dans le prochain épisode sur mon compte Insta Aurore Miarai ou sur mon blog auroremiarai.com. Ciao!